On va commencer la conférence et avant ça, je voudrais dire quelques mots au sujet des liens entre l'œuvre française et Pierre Sidos, le dirigeant de l'œuvre française récemment disparu, et Pierre-Antoine Cousteau. Déjà, Pierre Sidos, sous l'occupation, il ne pouvait pas lire l'Action française parce que l'Action française était interdite en zone nord, il paraissait qu'en zone sud, et donc du coup il lisait « Je suis partout », dans lequel intervenait Pierre-Antoine Cousteau. Et ensuite, Pierre Sidos, après avoir été libéré du camp de concentration de Struthof, où il a été incarcéré après la guerre, il a fait la connaissance de Pierre-Antoine Cousteau. Il était même reçu dans son appartement à Paris. Et Pierre-Antoine Cousteau lui avait exprimé toute la sympathie pour le journal Jeune Nation qui paraissait alors, et lui avait dit je vais vous donner des articles dès que j'irai mieux. Et malheureusement, il est mort quelques mois après, en 1958. Voilà, donc aujourd'hui, on est content de recevoir le professeur Cousteau qui va nous parler aujourd'hui de son père. Merci. Bon, mesdames, messieurs, je dois quand même vous dire d'abord bravo, parce que vous êtes là pour entendre un inconnu, vous parler d'un inconnu, ou tout au moins d'un oublié. C'est quand même un exploit exceptionnel. Alors mon père, il est né en 1906 à Paris par erreur, parce qu'il aurait dû naître en Gironde, à Saint-André-de-Cubzac. Son père, son grand-père, était le notaire de Saint-André-de-Cubzac. Père de 4 garçons et une fille, mon grand-père était le deuxième garçon. Les autres étaient plus ou moins dans le vin, plutôt plus que moins, et mon grand-père devait prendre la succession de la charge notariale. Il est donc allé faire ses études de droit à Bordeaux, et quand il est revenu en 1902, il devait avoir 22-23 ans, à Saint-André-de-Cubzac, son papa, donc mon arrière-grand-père, est allé jouer au casino de Monte-Carlo, a tout perdu, y compris la charge notariale, comme vous pouvez à l'époque tout perdre, s'est suicidé parce qu'il savait vivre quand même à la sortie du casino, et donc mon grand-père s'est trouvé à la rue, jeune marié, à Saint-André-de-Cubzac, et il est monté à Paris avec sa jeune femme. Bon, ensuite il a eu une vie d'aventurier, une vie folle, mais donc mon père est né à Paris alors que son frère, mon oncle, le commandant, le futur commandant, lui, est né à Saint-André-de-Cubzac. Donc mon père fait X lycée, il est au lycée de Marseille, il est au lycée de Rouen, il est à Lyon, il passe à 14 ans une année à New York, et il termine à Louis-le-Grand, de la seconde à la terminale. Et là, en 1923, bachelier, il arrête ses études. Ce sont les années folles. Il estime que la vie vaut le coup d'être vécue et que ce n'est pas la peine d'aller s'enchiner. Donc c'est le rugby avant tout, mais également les demoiselles, le Charleston. Il va passer une petite année en Espagne où il apprend l'espagnol. Et il revient à Paris et en 1928, il tombe follement amoureux d'une Américaine qui habite Paris. Mais cette Américaine qui habitait Paris avec ses parents retourne aux États-Unis et il la suit pour l'épouser. Donc 1929, grande année pour les États-Unis et pour le monde, il arrive aux États-Unis pour épouser cette jeune femme qui le jette. Il se retrouve donc sans un sou, sans métier, parlant déjà quand même l'américain, et il passe, dira-t-il plus tard, beaucoup plus tard, j'ai passé la pire année de ma vie à New York. Donc pendant cette année, il met de l'argent de côté en travaillant dans une compagnie d'assurance. Il donne des leçons de français. Bref, il arrive à se payer le ticket du retour et il revient en France où il fait des petits boulots. Mais très vite, l'énorme hasard de sa vie est que un de ses amis lui dit Tita-Ina cherche un nègre pour traduire un livre. Alors Tita-Ina est, je crois, la première femme qui a été grand reporter dans un quotidien. Elle était pilote d'avion, pilote de voiture de course, de moto, c'était gérie parisienne. C'était une femme absolument exceptionnelle qui a d'ailleurs eu des ennuis à la Libération parce qu'elle a terminé sa vie aux États-Unis. Et Tita-Ina avait accepté de traduire un roman américain, mais elle parlait mal l'anglais.
et elle ne parlait surtout pas l'argot américain. Donc, voyant qu'elle était incapable de traduire ce livre, qu'elle avait accepté de traduire, elle cherchait un traducteur. Le hasard fait que mon père a été ce traducteur, ce livre je l'ai, et en effet, il est signé par Titaina, enfin signé traduction Titaina. Et pour remercier mon père, elle lui remet une enveloppe. Il espérait évidemment que ce soit de l'argent, pas du tout, c'était une lettre de recommandation pour le monsieur de Marcillac, qui était le rédacteur en chef du journal Le Journal, qui était un quotidien. Donc mon père, qui à l'époque ne faisait pas de politique du tout, il était d'extrême gauche, enfin ses idées étaient, disait-il, à gauche de la gauche, mais il ne faisait pas de politique, d'ailleurs il n'a jamais voté de sa vie, et il n'a jamais appartenu à un parti politique. Toujours est-il qu'il se pointe au journal, ce monsieur de Marcillac, à cause de la recommandation de Titaina, l'engage comme secrétaire de rédaction. Secrétaire de rédaction, ça n'écrit rien, mais ça le lance dans le milieu de la presse. Il écrit des petits articles, des articles, un peu à droite, à gauche, un peu partout, dans des feuilles de chou. Et Pierre Gaxotte, le futur académicien, qui vient de reprendre, créer, on peut dire, Je suis partout, avec sa jeune équipe, remarque la plume, veut faire sa connaissance, donc l'invite, et lui dit, ben voilà, j'aime ce que vous écrivez, venez à Je suis partout, vendredi prochain. Tous les vendredis, il réunissait quelques collaborateurs qu'il avait autour d'une table pour parler de la semaine. Donc mon père se pointe, il dit, pour la première fois de ma vie, je me trouve avec des gens de droite, enfin, politiquement à droite. C'est un peu énervé, ça se passe correctement, il arrive en même temps que Rebatté. Rebatté est engagé en même temps que lui. Et finalement, Gaxotte, c'est Dieu, fait de lui un fasciste, et il reste à Je suis partout. Et c'est donc l'épopée de Je suis partout, et son épopée journalistique, où il devient, c'est sa vie, le journalisme et le journalisme politique. Spécialisé dans les États-Unis et l'Angleterre, puisque à l'époque, il y avait peu de gens qui parlaient l'anglais couramment en France. Et à cause d'un anticommunisme qui devient viscéral, il s'occupe également du communisme, donc des articles de Je suis partout sur l'URSS. Bon, ça dure jusqu'en 1944, et les articles deviennent de plus en plus mauvais et méchants, et il souhaite la victoire de l'Allemagne quand la France vaincue. Bien sûr, il ne souhaite pas la victoire de l'Allemagne sur la France, mais une fois la France vaincue, il souhaite la victoire de l'Allemagne sur l'URSS, sur Staline, jusqu'au bout, et il le dira sur son lit de mort à Rebatté. Il y a une chose qui est exacte, qu'on a dit à mon procès, c'est que j'ai souhaité la victoire de l'Allemagne. Il a donc souhaité la victoire de l'Allemagne contre le communisme, ça lui a coûté cher, et alors que pendant l'occupation, où il était rédacteur en chef de Je suis partout et rédacteur en chef adjoint de Paris Soir, alors qu'il recevait tous les jours, a dit sa secrétaire, qui a témoigné à décharge au procès, 8 à 10 lettres de dénonciation de juifs et de résistants. À la fin, il recevait 10 à 20 lettres de menaces de mort, en 1944. Mais il n'a pas voulu partir, et finalement, il est parti en août 1944, dans le dernier camion de Doriot. Il est parti, parce que sans ça, il aurait été zigouillé, ça c'est évident. Et donc il est parti, et il est resté 17 mois en Autriche, après avoir été refoulé de l'Italie et surtout de la Suisse. Donc 17 mois dans des conditions très particulières. Si vous lisez son livre « Les lois de l'hospitalité », il le raconte d'une manière parfois humoristique. Et donc ça dure, il est emprisonné, il est relâché, bon bref, ça dure 17 mois. En décembre 1945, il est reconnu comme étant Pierre-Antoine Cousteau, qui est recherché, et il est ramené en France. Il y a un épisode que je pense que je dois vous dire. Il était donc, pendant cette année de 1945,
par moments enfermé, par moments en semi-liberté, parce que, à cause du fait qu'il parlait anglais, les forces françaises qui l'avaient enfermé lui demandaient d'aller parler aux Américains, d'aller collaborer avec les Américains pour différentes choses. Et donc, il était en semi-liberté quand son frère, le commandant, a appris que mon père était là-bas. Et donc, mon oncle était officier de marine à Toulon et apprend qu'il y a une mission de la marine française en Autriche. Il se porte volontaire, on la lui donne. Il arrive donc en Autriche, sans avoir dit bien entendu que c'était pour aller voir son frère, et il s'arrange pendant une journée à rejoindre son frère. Et là, il le voit, il avait préparé des papiers, des faux papiers pour lui et ma mère, qui étaient avec lui, et mis au courant son réseau de résistants, puisque mon oncle était résistant, enfin avait donc mis un réseau pour le faire passer en Espagne. Et tout était réglé, et là-dessus mon père lui dit « Non, non, moi je ne peux pas venir, parce que j'ai donné ma parole d'honneur de ne pas m'évader. » Bon. Donc mon oncle s'en est jamais remis, moi non plus, et donc mon père, lui, est resté là-bas, et quelques mois après, il a été arrêté, ramené en France, début janvier 1946, c'est Fresnes, c'est la préparation du procès. Le procès a lieu en novembre 1946, il est condamné à mort avec rebatté, 141 jours de chaîne, en ne sachant pas chaque soir si c'était la dernière nuit ou pas. Il est gracié en avril par Vincent Auriol, avec un petit épisode qui pourrait être comique. Maître Riche, qui était l'avocat, qui était un mauvais avocat, Maître Riche, qui était un grand avocat, mais c'était un mauvais, qui était l'avocat de mon père, a donc demandé la grâce, évidemment, à Vincent Auriol. Et il a été reçu 2 fois par Auriol, dont 3 jours avant que Auriol, le 10 avril 1946, accorde la grâce. Et ce jour-là, Auriol lui dit qu'il ne pouvait pas donner la grâce. Il lui a dit, comment voulez-vous, parce que le procès avait eu lieu, bien entendu. Donc il lui dit, comment voulez-vous que je le gracie, c'est sur ce terme exact. Il n'a cessé de lever les yeux au ciel et de regarder le jury d'un air moqueur. Donc en effet, c'est une raison majeure pour condamner quelqu'un à mort, de lever les yeux au ciel et de regarder les jurés d'un air moqueur. Toujours est-il que 3 jours après, il a quand même signé la grâce. Et donc mon père est resté à Clairvaux jusqu'à l'âge de 47 ans. En juillet 1953, donc à sa sortie, évidemment il y a l'omerta, il y a l'interdiction de publier, sauf à Rivarol. Et donc son premier article à Rivarol, c'est en février 1954. Ensuite, il écrira donc Charivari à Lecture française, qu'il a cofondé avec Henri Coston, et dans un journal éphémère, mais qui a quand même duré 4 ans, Dimanche Matin, où il ne signait pas sous son nom, et où il faisait des interviews bidons, entre autres. Et il meurt d'un cancer à 58 ans, en décembre 1958. Alors, ça c'est sa biographie rapide. Et quand il meurt, que disent les gens de lui? Alors, Le Monde a écrit le lendemain de sa mort, fidèle à ses idées, à ses amitiés, à son passé, il avait conservé tout son talent de polémiste. Galtier-Boissière, Cousteau fut le plus grand journaliste de la collaboration, une droiture et un courage qui m'avaient vivement impressionné. Paul Morand, j'ai admiré sa vaillance et son talent. Roger Nimier, j'avais pour lui la plus grande estime, que ses articles venaient renforcer. Je pense par exemple à l'école de Clairvaux, c'est un de ses papiers. Henri Coston, Pâques, vers Antoine Cousteau, fut une des grandes plumes du journalisme français. Ses phrases équilibrées, nerveuses et claires sont traversées d'un humour ravageur et d'une ironie souvent amère. Cousteau fait penser à Voltaire et aux polémistes du XVIIIe siècle, comme aux vaudevillistes du XIXe ou aux humoristes britanniques. François Brignot, avec Joseph Darnan, c'est l'homme le plus courageux, physiquement et moralement, que j'ai connu. Abel Bonnard,
l'éclat de son talent et la fierté de son caractère, ces deux mérites, qui sont déjà rares isolément, le sont plus encore quand ils se trouvent réunis chez le même homme. Marc Laudeloup écrira dans son bulletin célinien « Depuis toujours, bien que mon père n'était pas vraiment copain avec Céline, depuis toujours j'éprouve une vive dilection pour son étincelant talent de polémiste. Que ces dissensions d'une époque résolue ne nous empêchent pas, nous, Céliniens, de rendre hommage au grand talent de journaliste de Pâques. » Jacques Perret, en 1954, lors de la parution d'Hugothérapie, « Je suis tout content de voir que mon vieux confrère de la presse pourrie, qui a frôlé le poteau et goûté le bagne sans cesser d'être beau joueur, n'a rien perdu de sa verve diabolique. » Camille Marie Gallic, « Je n'ai pu connaître celui dont adolescente je dévorais les articles en jubilant devant tant de perfection. » À Rivarol. On y aurait cherché en vain une fêlure de la langue, une enflure du style, une hésitation de la pensée, un accroc dans le raisonnement, une trace de sentimentalisme. Rebatté, Cousteau se moquait de la littérature. C'est cependant de nous tous un de ceux dont la phrase retombe le plus solidement sur ses pattes. C'est le plus voltairien de nous tous. Et Brasillac avait écrit « Journaliste né, le plus direct et le plus vivant, le plus franc personnage de la Terre, c'est certainement, des bons camarades de Je suis partout, celui que je préfère. Il est passionné, il est clair, il est plein d'idées justes et cocasses. » Donc ce sont des éloges, évidemment, il n'y avait pas que des éloges dans la presse de l'époque lorsqu'il a été condamné à mort. Alors, cet homme dont quand même des gens très importants disent le plus grand bien, pourquoi est-il aujourd'hui inconnu? Pourquoi parle-t-on éventuellement de Céline, de Rebatté, de Brasillac, d'Henri Béraud, et pas de lui? Alors, mon analyse, c'est que parce qu'il n'était pas écrivain, il était journaliste. Lirait-on aujourd'hui Brasillac s'il n'y avait pas ces romans? Lirait-on aujourd'hui les articles de Rebatté s'il n'avait pas écrit Les Deux Étendards ou Les Décombres? Lirait-on Henri Béraud s'il n'avait pas écrit La Gerbe d'or, etc. Et, etc. pour tous ceux qui ont été des importants journalistes de l'époque et de la collaboration, mais qui ont laissé une œuvre littéraire, ce qui n'était pas le cas de mon père. Il se disait incapable d'écrire un roman. Donc il s'est forcé à en écrire un pour se prouver qu'il pouvait en écrire un, et je l'ai perdu dans un autobus l'année dernière. Alors, il a donc écrit. Les gens qui viennent de dire des choses de lui se réfèrent donc à ses écrits. Donc je vais vous lire quelques-uns de ses écrits, et ça commence à l'âge de 10 ans, où il écrit à sa tante de Bordeaux. Nous sommes en 1917. Delenda est Germania. Hélas, que ne puis suivre l'exemple de mes aînés et aller les aider à repousser le Boche, loin de nos provinces de France qu'ils martyrisent. Tu dis prier et souhaiter que papa soit dans le service auxiliaire. Hélas, ce n'est que trop vrai. Papa a été reversé dans le service auxiliaire, mais malheureux. Es-tu donc comme les femmes? Moi, au contraire, je n'ai qu'une envie, c'est qu'il aille en première ligne combattre le Boche. Je donnerai tout pour que papa aille au front. Papa est bien portant et je ne voudrais pas que l'on dise « ton père est un embusqué ». Je dis que c'est un affront d'avoir son père pas à la guerre quand la patrie est en danger. Bon. Ça aurait pu retenu à des charges pour lui lors de son procès, mais ils ne sont pas allés jusque-là. Ensuite, à Louis le Grand, il avait quand même commencé à afficher un petit peu certaines opinions, puisque lors d'une classe de philo, il avait dit à son professeur, enfin mon père m'avait bien expliqué, d'ailleurs il l'a prouvé au bac, puisqu'il a eu 3 en juillet, puisqu'à l'époque il y avait le bac de juillet et de septembre, et 17 en septembre. Il m'a expliqué, si tu dis vraiment ce que tu penses, tu as 3. Mais si tu fais vraiment les 2 parties, le pour, le contre, la synthèse, tu as une bonne note. Donc en juillet, il avait foncé, il a eu 3. Et puis en septembre, il fallait être reçu, il a eu 17.
Et donc il était comme ça au lycée, et un jour il avait dit qu'il préférait être mufle que dupe, et que la logique, c'est en psychologique, dépassait en idiotie les bornes de l'imaginable. Et son maître l'a apostrophé et lui a dit « Cousteau, vous finirez sur l'échafaud ». Ce Malapert était un visionnaire. Alors ensuite, il entre dans le journalisme, et là nous avons une lettre que je trouve très intéressante, parce qu'elle date de 1931. Donc, je vous l'ai dit, 1929, les États-Unis, 1930, il rentre en France, il rencontre Titaïna. Ah, oui, enfin, bon, il traduit pour elle un bouquin. Il rentre au journal Le Journal, il écrit un peu partout, et 31, il arrive à Je suis partout, où il n'écrit pas encore, puisque son premier article Je suis partout, c'est en 32. Mais il a déjà écrit pas mal d'articles un peu partout, et il a une tante chérie à Bordeaux, qui est ravi de voir que son petit-neveu commence à être connu, qu'il a enfin un métier. Et il lui écrit, le 11 mai 31, « Ma chère Ma, ta lettre est bien émouvante, mais tu dépasses largement la marque dans les dithyrambiques éloges que tu me décernes. Il y a un monde entre le journalisme et la littérature. Ce monde est quelquefois franchi, mais il y a un impassable précipice entre le journalisme et la pensée libre. Au fond, nous sommes de pauvres bougres qui pissons de la copie en plat vallée que nous sommes et qui nous disputons les eaux jetées par les riches messieurs dont nous défendons les ambitions ou la fortune. Il faut vivre. Je ne sais faire que cela. Ça m'amuse. Je ne me plains pas. Faire de la copie ou vendre des sardines, au point de vue de l'art et de la pensée, c'est kiff-kiff, mais la première solution est plus amusante. Tu as tort de me compliquer. Tout ceci n'est rien, tu n'as pas encore lu une seule ligne de moi, parce que je n'en ai jamais écrit une seule. Et il est vraisemblable que je n'écrirai jamais rien qui me satisfasse. Non que je ne le puisse, mais parce que le mur d'argent m'arrêtera toujours, et d'autant plus que je me ferai fait un nom parmi les autres scribouillards à la solde des grosses banques et des états-majors. Je suis soumis à 2 règles essentielles. Une, peser tous mes mots, afin de ne pas déplaire aux puissants et de n'être pas classé parmi les dangereux dont pas un directeur ne veut. 2. Flatter bassement l'insondable bêtise de la foule, afin d'être classé parmi les journalistes qui plaisent. Il y a pour cela 1000 trucs, le patriotisme, le culte des héros, le respect des choses sacrées, le sadisme et les histoires de cuisses écartées, etc., etc. Avec ça, on peut toujours faire de la copie à 20 sous la ligne et on peut toujours trouver à le vendre. Moyennant quoi, je gagne bien ma vie, mais tes éloges sont superflus. Je suis un vil marchand d'opium ou de cocaïne à l'usage d'un peuple incommensurablement idiot. Je te quitte en vitesse, il est 4 heures du matin, mon service est fini, je dois dormir. Donc il avait déjà compris ce qu'était le journalisme, sauf que à Je suis partout, il serait libre d'écrire ce qu'il veut. Donc il entre à Je suis partout. Je suis partout, dirigé par Gaxot, dont l'équipe est faite de Robert Brasillac, qui est le directeur politique, Lucien Rebatté, Lobreau, Leb, Soupeau, Blond, Poulain et d'autres qui écrivent, Marcel Aimé, Jacques Perret, Anouilh, Bardèche, Thierry Monnier, Michel Mort, Lavarande, Kléber Edens, etc. À Je suis partout, il se produit en 1943 un drame. En 1943, ça commence à barder pour les Allemands en effet, et Brasillac pense qu'il faut mettre pédale douce dans les écrits de Je suis partout, qu'il faut quand même mollir, arrêter d'aller d'être polémique et uniquement polémique. Donc mon père, et essentiellement mon père, avec d'autres, pense le contraire. Nous avons envoyé des jeunes sur le front de l'Est par nos écrits. On n'a pas le droit maintenant d'arrêter, sous peut-être qu'on va perdre, parce qu'on va perdre. Donc on continue. Mais Brasillac dit non, il ne faut pas continuer. Donc ils se sont réunis, ils étaient 8 je crois, et ils ont fait un vote secret. On continue, méchant, ou pédale douce. Et
la motion de mon père est passée. C'est-à-dire que Brasillac a été mis en minorité et il a donc démissionné de Je suis partout. Et c'est mon père qui l'a remplacé comme directeur politique. Mais il y a quand même eu une petite suite, c'est que dans ce vote secret, mon père a voté pour Brasillac. Et il le lui a écrit après, j'ai sacrifié mon sens politique, enfin, à l'amitié. Donc il a mené toute la bagarre pour la dureté du journal contre Brasillac. Il a voté pour Brasillac, mais ça n'a pas suffi, je dirais presque malheureusement. Donc il fuit, il revient après les lois de l'hospitalité, et c'est le procès. Alors le procès, il est donc enfermé à Fresnes, et d'emblée, dans les premières lignes, dans les premiers jours de son incarcération, il écrit ceci. Ai-je cru au fascisme? Pas complètement, bien sûr. Je suis bien trop sceptique, bien trop rompu depuis l'adolescence à la pratique du scepticisme pour avoir accepté cette foi, comme toutes les autres fois, sans examen, et pour n'avoir pas souri à la démesure même de l'entreprise, et pour n'en avoir pas raillé au fond du cœur le formalisme carnavalesque. Et puis, il fallait croire à quelque chose, ou feindre de croire, ou se persuader que l'on croyait. Car on n'éprouve jamais que les sentiments que l'on se contraint d'éprouver à force d'autosuggestion, consciente ou inconsciente. Je n'ai à me justifier devant personne. J'étais fasciste parce que tel était mon bon plaisir. Une seule chose était inconcevablement déshonorante, c'était de ne pas prendre parti. Alors, son procès débute ainsi par une attaque en règle où on l'accuse d'avoir fait partie de la milice. Il faudrait quand même que je retrouve la page. Voilà. Donc le président, ce sont les minutes du procès que j'ai, c'est le début du procès. Le président, Cousteau, voulez-vous faire d'abord une déclaration in limine litis? Cousteau, je voudrais d'abord et très brièvement vous dire quelques mots. Depuis quelques jours, certains journaux m'ont présenté dans cette équipe de journalistes comme étant une sorte de tueur, comme étant l'homme des expéditions punitives, l'homme qui avait du sang français sur les mains. Il y a une chose contre laquelle je m'élève dès maintenant, c'est contre l'accusation qui est portée contre moi d'appartenir à la milice et d'avoir participé, d'être responsable, d'avoir fait couler du sang français, ou même d'avoir fait molester des Français. C'est tout ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Alors, il aurait très bien pu faire partie de la milice, d'accord, si ça avait été son nom. Mais il n'en a pas fait partie. Simplement, il avait fait un reportage en Bretagne, pour Je suis partout, où il avait suivi une nuit 2 ou 3 miliciens qui faisaient leur ronde. Eux étaient armés, lui non. Et ils ont été chopés par une patrouille allemande, qui les ont pris pour des résistants. Donc ils ont été collés au mur pendant presque 1 heure, avec des Allemands méchants. Mon père parlait un petit peu allemand, donc il y a eu quelques mots d'échanger quand même. Vraiment, il dit, ils ont failli nous descendre. Et puis, ça s'est calmé, les miliciens ont pu prouver qu'ils étaient miliciens, lui a pu prouver qu'il était journaliste, et l'histoire s'est terminée là. C'est terminé là parce que lorsqu'ils ont été pris, ils ont été pris avec 2 autres personnes qui n'étaient pas d'eux. C'est-à-dire que les Allemands ont pris deux jeunes gens qui étaient là et qui n'avaient pas respecté le couvre-feu, et eux 3 qui n'avaient pas respecté le couvre-feu, c'était la milice et mon père. Et donc après, les journaux ont dit, ils ont écrit, ça a été écrit, que ces deux résistants
avaient été fusillés. En fait, ils ont été libérés dès le lendemain parce qu'ils n'étaient pas plus résistants que moi. Il y avait le garçon boucher du coin et un de ses potes. Et le lendemain, ils ont été libérés par les Allemands. Et donc, malgré le fait, si mon père a fait partie de la milice, on aurait dit j'ai fait partie de la milice, et puis basta. Bon. Simplement, il a fait ce séjour d'une journée à Rennes, je crois, et il y a eu 7 épisodes. Résultat, pendant le procès, on attaquait en lui disant vous avez fait partie de la milice, ça c'est impardonnable. Et le commissaire du gouvernement, dans sa plaidoirie que je ne vous dirai pas, c'est trop long, une autre fois peut-être, est revenu là-dessus. Donc il a conclu là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont quand même continué à dire les milices. Et aujourd'hui, si vous avez Pierre-Antoine Cousteau à Wikipédia, il a fait partie de la milice pour Wikipédia. C'est-à-dire que, bon, les historiens se recopient les uns les autres, mais enfin, voilà. Bon, donc, ça, c'était le début du procès. Et la fin du procès, la dernière phrase du procès, le président, d'un ton évidemment un petit peu ironique, dit à mon père, « En somme, vous avez été collaborateur par patriotisme. » Et mon père répond, « Exactement, monsieur le président. Si l'on n'était pas collaborateur par patriotisme, on était un misérable et un valet de l'ennemi. » Le procès a eu lieu et il n'y a pas eu de témoin à charge. Il y a eu 2 témoins à charge contre Rebatté. Il y a eu Gaxot qui avait fait une lettre collective contre... Gaxot a quitté Je suis partout en 1939. Une lettre collective contre les journalistes, ses anciens élèves, enfin bon, de Je suis partout, en disant qu'il les approuvait, mais qu'il ne pouvait pas se déplacer parce qu'il était atteint d'une tuberculose osseuse. Bon, il est mort 40 ans après, ayant été nommé à l'Académie française. Bon, donc la déposition de Jacques-Yves Cousteau, je ne vous la lis pas, elle est longue. Son frère est venu témoigner à décharge, très courageusement. Il était officier de marine, 4 galons, il était à Toulon, médaillé de la Résistance, croix de guerre. Et quand il a dit à ses supérieurs qu'il allait témoigner à décharge à son frère, on lui a répondu qu'on ne pouvait pas l'en empêcher, mais que ça devait être en civil et pas en uniforme. Et mon oncle s'est pointé en uniforme avec ses décorations. Ce qui lui a coûté sa carrière à la marine, ce qui est une très bonne chose, puisque il était sorti 2e de Naval, et lorsqu'il a démissionné de la marine, en fait, lorsqu'il a quitté la marine, je ne sais pas si on démissionne de la marine, en fait, quand il a quitté la marine, il était, je crois, le seul 4 gallons, tous les autres étaient au moins 5 gallons panachés de sa promotion. Et grâce à ça, il a fondé Calypso, les couteaux, etc. C'est-à-dire que s'il n'avait pas déplu, parce que De Gaulle ne lui a jamais pardonné, et s'il n'avait pas déplu à De Gaulle à l'époque et à ses supérieurs, il aurait terminé probablement amiral, tranquille. Mais voilà, donc la petite histoire du procès où mon oncle a donc témoigné à décharge. Il y en a 2 autres dont je vais vous lire des petits passages. C'est Jacques Perret. Jacques Perret, que vous connaissez tous, le caporal épinglé. J'ai rencontré Cousteau en première ligne aux environs de Longwy. Il était parmi les soldats, ce qu'on appelle un type gonflé. Je savais que Cousteau aimait la France d'une façon enthousiaste. Au-dessus de toutes les petites combinaisons de son bord et du nôtre, Cousteau accordait au vrai maquisard l'estime que l'on doit aux combattants. C'était un adversaire loyal, courageux et d'une droiture exemplaire. Jacques Yonnet. Jacques Yonnet, vous ne le connaissez pas? Peut-être pas. Un type extraordinaire, bravo, un bon point dans le fond. Communiste. Jacques Yonnet, communiste, est venu spontanément témoigner à décharge. Je l'ai connu en tant qu'ennemi politique en 1936. Je vais revenir dessus. Puis, évadé pendant l'occupation, nous nous sommes vus 4 ou 5 fois. J'y reviendrai aussi, tout de suite. Non seulement il ne m'a pas dénoncé, moi et mon réseau, mais très franchement, il me donnait ses opinions. Il a toujours joué franc jeu,
C'était un ennemi loyal. Je lui conserve la même estime qu'il avait pour les gens d'en face. Il travaillait pour une réalité qui était la sienne, c'était le type absolument logique avec lui-même, et je ne suis pas du tout étonné de son attitude présente, c'était un homme d'honneur. Alors Jacques Yonnet, quand même ça vaut le coup que je fasse cette petite aparté, Jacques Yonnet était donc communiste, vraiment communiste, et en 1936, il décide, avec l'humanité, de monter un canular contre Gaxote et mon père, enfin, inculpant Gaxote et mon père, sur la fabrique des enfants rouges, qui est par eux. Donc, il leur donne des tuyaux, donc mon père voit, et il voulait absolument que ce soit mon père, parce que mon père s'occupait de la Russie, dont je suis partout. Et donc, mon père le rencontre, il était coiffeur. Donc, il rencontre ce coiffeur, et il se fait totalement embobiner, où les types, Jacques Yonnet lui livre des noms complètement bidons d'une machination de la fabrique d'enfants rouges en France, etc. etc. Et ça paraît dans Gringoire, un énorme titre, et tout ceci est vrai, signé Caxote et Cousteau, tout était faux, tout était totalement bidon. Donc l'humanité s'en est donnée à cœur joie. C'était la première rencontre de Jacques Yonnet avec mon père en 1936. Bon, les années passent, sauf que Jacques Yonnet, 3 semaines après, il était poète, lui envoie un petit bouquin que j'ai, un petit bouquin de ses poèmes, sans rancune. Bon, voilà, bon, c'était bien joué. Les années passent, 1936, et on arrive à l'occupation. Mon père était à Paris Soir, rédacteur en chef adjoint. Et un après-midi, sa secrétaire lui dit il y a un monsieur qui veut vous voir. Faites entrer, le type arrive. C'était Jacques Yonnet, mon père ne le reconnaît pas. Et 8 ans après, il l'avait vu comme coiffeur, enfin bon, bref. Et le type arrive et il lui dit ben voilà, j'ai quelque chose pour vous. Et il lui pose une boîte sur son bureau. Mon père ouvre la boîte, c'était la tête d'un officier allemand. Alors, c'est quand même une situation un petit peu difficile. Et mon père lui dit mais vous savez que je peux vous dénoncer. Et Jacques Yonnet sort un flingue, le pose sur le bureau. Il dit non, pas vous. Mon père dit pourquoi pas moi. Et il lui rappelle leur histoire de la fabrique des enfants rouges. Il dit vous êtes franc jeu, je savais que vous n'aviez pas à me dénoncer. Mais si vous m'avez levé le petit doigt, j'avais ordre de vous descendre. Et donc Jacques Yonnet est venu spontanément au procès, et le lendemain, il était exclu du Parti communiste, traité de brebis galeuse, etc. Et donc totalement exclu du Parti communiste. Ce en quoi ça ne l'a pas empêché de lui écrire une des plus belles lettres que j'ai jamais lues et que je vais donc vous lire quelques jours après. Donc Jacques Yonnet lui écrit. Mon père est donc condamné à mort. Cher Cousteau, nous n'avons plus de temps à perdre, surtout vous. À d'autres le soin de se répandre en considérations émouvantes. J'ai fait ce que je pouvais, j'ai dit ce que je pensais, sans engager d'autres que moi. Répudié par mon parti, j'ai déclaré que je préférais être en règle avec ma conscience plutôt qu'avec le Kremlin. Je continue d'être en guerre contre une certaine espèce d'hommes, les larves, les gluants, les pleutres, l'espèce d'en face. Un jour, Cousteau, il n'y aura plus de barricades entre nous. Le jour où je serai moi-même tombé sous des balles fondues au-delà de l'Oural. D'ici là, je formule un souhait. Si Dieu et Staline nous prêtent vie, je veux parler à votre fils quand il aura dépassé la période des émerveillements et qu'il sera en âge de comprendre le jeu sordide des hommes. Je veux lui dire ce qu'était son papa. Je veux lui dire que vous et moi, frères ennemis, avons lutté passionnément pour la seule cause de la condition humaine. Alors, peut-être, nous saurons jusqu'à quel point vous aurez eu raison.
Ayez une pensée pour mes camarades fusillés par la milice. Moi, je ne fais pas de différence. Vous êtes le gibier, je le serai un jour. Courage et dites-leur merde. Je vous embrasse, Jacques Lyonnais. Bon, une lettre absolument émouvante et superbe. Voilà, la lettre de Jacques Lyonnais. Donc ensuite, c'est Clairvaux et S. Alors à Clairvaux, la particularité de la cellule à Clairvaux, c'est qu'on ne pouvait pas écrire, parce qu'ils étaient grillagés, et il n'y avait pas de table. Donc lorsqu'il était le soir dans son lit, il ne pouvait pas écrire. Difficile d'écrire quand on est couché, et puis l'hiver, c'était pas chauffé. Il fait froid à Clairvaux l'hiver. Et donc il a écrit pendant la journée, mais pendant la journée, il s'occupait de la cantine, d'abord, puis ensuite de la bibliothèque, donc c'était des travaux forcés, bon, ils étaient pas trop pénibles physiquement, mais enfin ça l'occupait, et donc il n'a pas eu le temps de beaucoup d'écrire, et donc en fait, ce qu'il a surtout écrit, c'est son journal de prison, Intramuros, qui a été publié l'année dernière. Il a écrit, enfin il a écrit d'autres choses qui étaient plus faciles, parce qu'il lisait avec un crayon, donc il cochait, et il cochait des phrases. Donc il a relevé 2000, un peu plus de 2000 aphorismes, dont il a fait ce qu'il a appelé une encyclopédie des citations, et qui a comme particularité d'avoir été classé par thème. Donc il y a 400 auteurs différents, et classé par thème, l'amour, la mort, la République, faites tout ce que vous voulez. Donc c'est un travail de compilation, mais parce qu'il a tout lu en prison. Tout lu. Bon. Donc c'était un travail énorme, et de même que il a fait la chose pour Proust, dont il a attiré un Proust digeste, avec uniquement des petites phrases. Et le Proust, c'est venu de la manière suivante. Rebatté était un Proustien, un vrai Proustien. Mon père, absolument pas, il n'avait jamais rien lu de Proust, il ne voulait pas. Des a priori, quoi, multiples. Et donc, Rebatté, lui avait été très triste que son copain le rejette avec Proust. Mais Proust ne figurait pas dans la bibliothèque de Clairvaux. Il y avait beaucoup de livres à Clairvaux, mais pas de Proust. Et mon père et Rebatté étaient des politiques, mais ils n'étaient pas au quartier politique. Parce qu'à Clairvaux, vous aviez le quartier qu'on appelait la haute cour, où il y avait Benoît Méchain, où il y avait l'amiral de Laborde, les anciens ministres, Marion, etc. Et puis les autres, ils étaient comme les droits communs, sauf qu'au début, à Clairvaux, il n'y avait pas de droits communs, il n'y avait que des politiques. Enfin, ils étaient traités comme des droits communs, tandis qu'à la haute cour, c'était quand même un petit peu mieux VIP. Bon. Donc, un jour, Marion, qui était un ancien ministre de Vichy, lui fait parvenir à Rebatté, pas à mon père, les 2 premiers tomes de la recherche. Rebatté, qui n'a pas relu Proust depuis 20 ans, 15 ans, explique qu'il a la panique de le relire, parce qu'il dit, est-ce que je vais... mon Dieu, Proust, est-ce que... Bon. Il le relit, et quasiment, comme on lisait avec des larmes la Nouvelle Héloïse, il y a quasiment des larmes aux yeux en relisant Proust. Il veut absolument le faire lire à mon père. Et là, j'ai les lettres de mon père à ma mère, il y en a 701, dans laquelle le passage où il dit à ma mère, Lucien veut absolument que je lise Proust, il ne m'aura pas. Bon, ensuite, Lucien m'a filé Proust, donc ce soir je monte au labo avec Proust, mais j'emporte également tel et tel livre, parce que je vois les petits fours à Boulevard Saint-Germain, etc. Et puis la semaine d'après, parce qu'il y avait droit à une lettre par semaine, la semaine d'après, je suis à la page 50, 60, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis la semaine d'après, wow, c'est formidable. Et donc, il adore Proust. Donc à la fin, Rebatté est très content. Et donc il lui dit, il en parle, et mon père lui dit, mais tu sais, moi j'ai remarqué que dans Proust, il y a plein de petites phrases qu'on pourrait isoler et en tirer une doctrine, une philosophie de Proust, une éthique, en les classant par thème. Rebatté lui dit, ça n'a jamais été fait, c'est pas faisable. Et mon père dit, ben, je vais le faire. Donc il reprend sa lecture de Proust,
toujours avec le petit crayon le soir, il coche, et donc il sort ce petit livre minuscule qui représente 6 mois de travail de bénédictin, Clairvaux était facile, et qu'il classe par des grands thèmes de chapitres, l'homme, la mort, la religion, et puis des sous-chapitres, la famille, les nations, etc. C'est un travail absolument énorme que Rebatté présente à Gallimard, parce que Rebatté donc, a écrit en prison Les Deux Étendards, que Gallimard publie, et Rebatté sort de prison 1 an avant mon père. Et donc Rebatté est chargé, par mon père, de présenter le Proust à Gallimard, puisque Gallimard c'est Proust et inversement. Et donc Rebatté y va, et le Proust plaît, les lettres les lettres là-dedans de Rebatté à mon père sont très drôles. Donc il y a Paulan, qui était l'éminence grise de Gallimard, est enthousiasmé par l'idée, par la chose, et se porte garant, enfin il propose au comité de lecture de Gallimard d'éditer le Proust avec avis très favorable. Mais Camus s'y oppose. Voilà. Donc, s'y oppose parce que c'est coûteux. Et donc, le Proust n'est pas paru, et le Proust, il l'appelait donc Proust digeste. Bon. Et là-dessus, ça lui a donné l'idée de chercher des phrases dans d'autres auteurs, puisqu'il lisait énormément. Bon. Et donc, il n'aimait pas beaucoup Victor Hugo, donc autant le Proust digeste, il n'y a pas un mot qui ne soit pas de Proust. Ce que des phrases de Proust. Donc il écrit, donc il prend Victor Hugo, dont il a tout lu. Il prend Victor Hugo et il écrit un Hugo digeste. Mais pas du tout objectif. Alors pas du tout objectif. Il prend uniquement des phrases ridicules de Victor Hugo. Ridicules. Les phrases... Les combattants de la première heure ont seuls le droit d'être les exterminateurs de la dernière. Et fut-il descendant d'Hannibal qui prit Rome, Hannibal n'a jamais pris Rome, enfin bon, etc. Bon. Donc il prend ça, bon, et il en fait son Hugo digeste. Mais il ne l'a pas appelé Hugo digeste parce qu'il a fait une très longue préface pour expliquer comment, c'est pour ça que ça s'appelle ou comment l'esprit vient au mal pensant, parce qu'il explique que grâce à Victor Hugo, les grands principes, etc., que enfin, grâce à Victor Hugo, il pense bien maintenant. Donc il l'a appelé Hugo thérapie. Bon. Mais en fait, c'est un digeste. Et il a écrit d'autres digestes, Napoléon, Rivarol, La Fontaine, Machiavel, voilà, et Anatole France, voilà, qui sont à publier, enfin, qui sont donc des digestes, donc des phrases, mais classées par thème. Donc voilà son travail de Clairvaux, thèse, et puis il est libéré le 15 juillet 1953, et sa dernière lettre à ma mère, elle date du 15 juillet. Le 14 juillet, il a appris qu'il était gracié. Les grâces du 14 juillet. Donc il est gracié, il sait qu'il va être libéré le lendemain. Et il lui écrit « J'ai célébré la prise de la Bastille avec une modération de bon goût. De notre groupe, l'être le plus satisfait était certainement notre chienne, car nous avons une chienne. On n'est plus à Clairvaux, là, on est à Est, dans le Lot-et-Garonne, près de Villeneuve-sur-Lot. Était notre chienne qui bénéficiait d'un surcroît de relief inattendu. J'ai finement fait remarquer qu'elle célébrait l'anniversaire de la prise de la Fourrière et de l'abolition des muselières. Voilà. C'est sa dernière lettre. C'est à peu près tout ce que j'avais préparé à vous dire parce que le temps passe. Et je vous aurais volontiers lu un article ou des passages de Intramuros, on n'a pas le temps, ou la déposition de son frère,
voilà, enfin, on m'a demandé de parler de mon père, c'est fait. J'ai lu quelques passages, quelques bribes de ce qu'il a écrit. Et donc, l'inconnu que j'étais, maintenant vous me connaissez. Et l'oublié qui était mon père est un peu moins oublié grâce à votre présence ce soir. Je vous remercie. Avant de passer à la séance de questions, je voudrais vous lire quelques extraits de son ouvrage Intramuros, que je vous encourage de lire. Ça vous donnera une idée un peu de ce qu'on peut trouver. Il avait un style très, très sarcastique, et je vais vous lire un peu des passages dans ce style. Lu avec un véritable dégoût les 2 volumes de la revue de Sartre, Les temps modernes. Apologie du vol, de la délation, de la pédérastie. Un seul crime, être fasciste. Et de l'enculage de mouches, que ça en est vertigineux. C'est pour que cette chose triomphe qu'ils ont gagné la guerre. C'en est assez pour faire souhaiter à un homme sain de quitter ce monde abominable. La lecture de Sartre est tout à fait ce qui convient à un condamné à mort. J'imagine la photo dédicacée que je pourrais envoyer à ce personnage. J'aimais la vie, j'étais attaché aux basses contingences de cette planète, et puis tout d'un coup j'ai eu la révélation de l'existentialisme, et c'est avec un sourire de soulagement que je marcherai au poteau. Alors je vais vous lire un autre passage où il est assez dur avec les marines françaises, alors que pourtant son frère était marin. Le destin de la marine française est de ne point demeurer à la surface des flots. C'est triste, mais nul n'y peut rien. On ne peut jamais rien contre le destin. La marine française dispose de 3 modes de submersion. Elle peut être coulée par l'ennemi, c'est le cas le plus fréquent, aussi fréquent que les batailles navales, de l'Écluse à Trafalgar. La marine française peut aussi être coulée par des amis qui prennent leurs précautions, comme le firent les Anglais à Mercy le Kébir, et qu'on félicite chaudement, comme le fit De Gaulle à la BBC. Exact. Enfin, lorsque ni les ennemis ni les amis ne se décident à couler la marine française, elle se coule toute seule. C'est une allusion au sabordage de Toulon. Comme quoi, l'intérêt bien compris de la France serait de ne jamais construire de bateaux. Voilà, on va passer aux questions. Alors, j'en aurai une pour commencer. Est-ce que vous avez prévu de publier Dialogue de vaincus, qui sont des dialogues entre Cousteau et Rebatté en prison, dont je recommande vraiment la lecture. Ça a déjà été publié. Mais L'édition Berg International il y a quelques années. Oui. Alors il manque mon père et Rebatté ont écrit des dialogues que eux-mêmes n'avaient pas dénommés dialogues de vaincus. C'est un éditeur qui s'appelle Berg International qui l'a publié il y a quelques années. Nos adversaires d'ailleurs. Hein. Comment ? Ils ne sont pas de nos amis d'ailleurs. Ben, ils ne sont pas de mes amis parce qu'ils ne m'ont pas prévenu. Mais j'aurais pu les aider, j'aurais pu éviter qu'il y ait des bêtises dans l'introduction, etc. Ben, bon, mais les dialogues, ils avaient les dialogues parce que donc ils sont mis face à face, ils ont eu l'idée de faire des dialogues. Donc c'est des vrais dialogues écrits. Donc ils étaient à la table l'un en face de l'autre et ils avaient décidé d'un thème. Par exemple, le premier dialogue, en effet, auquel vous faites allusion, qui n'est pas paru, était sur Céline, à l'époque où Céline venait d'être rentrée du Danemark et avait été condamnée à 1 an de prison, mais c'était sans prison puisqu'il l'avait déjà fait au Danemark. Donc mon père et Rebatté, qui eux en étaient là, et ils trouvaient un peu que Céline s'en était pas mal tirée. Bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il n'a vraiment pas été heureux au Danemark, Céline. Bon, enfin, il n'était pas... Enfin, bref, quoi. Bon, Céline... ils lui rentrent dans le chou. Et donc ils font leur premier dialogue sur Céline, ensuite ils font 19 autres dialogues, donc il y a 20 dialogues. Et sur ces 20 dialogues, il y en a 3, je les ai, les dialogues. Ils étaient manuscrits, hein, bien entendu, et ensuite tapés à la machine. Et mon père et Rebatté se les sont partagés en 2, donc j'en ai 10 qui sont manuscrits et 10 tapuscrits. Donc les autres 10, c'était... Rebatté ou Destiendorf qui s'occupe de Rebatté actuellement, qui les ont. Donc ils ont écrit ça, ils ont publié ça, mais ils n'ont pas publié le Céline
en effet, qui n'est pas publiable, enfin dans son intégralité, je vais y revenir. Et puis, il y en a 2 autres qui sont pas publiables, c'est tout. Voilà. Sur les noirs, non? Comment? Sur les noirs? Non, sur l'étoile jaune. L'étoile jaune, c'est dur, hein. Et le 3e, je ne sais plus. Je sais plus, peut-être. Mais enfin, il y en a 3, et on peut pas. Le triangle rose? On peut pas, oui. Et, mais par contre, celui sur Céline, il y avait pas mal de choses dans le dialogue, de même que les 2 autres qui sont pas publiables. On peut retirer des phrases, mais ça retire beaucoup du sens. Et donc, vous savez qu'il y a un monsieur qui s'appelle Marc Laudeloup, qui vient en Belgique et qui publie chaque mois, depuis des années, le bulletin célinien, petit bulletin qui est entièrement consacré à Céline. Et Marc Laudeloup m'a contacté, sachant qu'il y avait il a demandé est-ce que je pouvais lui faire lire. Donc il l'a lu et il m'a dit moi j'aimerais beaucoup le publier dans le bulletin célinien, mais bien entendu pas ce qui n'est pas publiable. Donc simplement je rajoute rien. Mais qu'est-ce qui n'est pas publiable? Ah oui, bonne question. Et bien ce qui n'est pas publiable, c'est des injures sur Céline, parce que Céline a, enfin pour eux, pour lui, Céline s'est trahie, enfin, a trahi sa cause. C'est-à-dire? Regardez son interview dans l'Express, où il se vend à l'Express, où il dit qu'il n'a jamais été antisémite. Ouais, mais il a assez souffert, le mec, pendant des années. Non, mais il a souffert, mais il n'a pas à dire ça. Il n'a pas à dire « j'ai jamais été antisémite ». Moi j'adore Céline. Hein. Voilà. Enfin, bon, toujours est-il que lui reprochait ça, et donc il lui rentrait dans le chou, il l'injuriait plus ou moins entre eux. Et donc ça, c'était estimé comme non publiable, et donc... le dialogue qui est paru dans le bulletin célinien revu par Laudeloup, c'est les 4/5 du dialogue. Mais dans son intégralité, on ne pouvait pas laisser passer... Enfin, il ne fallait pas... Bon. Quelqu'un a une autre question? Oui, pardon. Allez-y. Le président Vincent Auriol, en dehors de votre père, est-ce qu'il a signé la grâce d'autres célébrités de la collaboration? D'Algaron, Ouais. moi je connais que Algaron et Rebatté, mais il en a sûrement signé d'autres. Mais Ouais. On n'a pas d'idée du nombre total de mises à mort par De Gaulle qu'il a réussi à éviter. Je ne sais pas. Ouais. Je sais seulement que quand Auriol, en plus, quand il a vu Maître Riche 3 jours avant que la grâce soit officielle, en lui disant il a cessé d'eux, etc., il lui a dit interdiction de le faire savoir dans 3 jours, parce que 3 jours après, il était aux Antilles. Et il ne voulait pas être à Paris au moment où on annonçait qu'on avait quand même gracié Cousteau et Rebatté, parce que les journaux se sont déchaînés là, savoir qu'il avait été gracié. Madeleine Jacob, dans Franc-Tireur, comme disait Paraz, une hyène qu'on appelle Madeleine Jacob. Oui. Quels étaient les rapports de votre père avec la religion? Athée. Athée ou agnostique? Plutôt, vous êtes... Agnostique. D'accord. C'est pas pareil. Agnostique. Non, il a raison. Rebatté était athée, Michon. Mon père était agnostique. Ah bon. Pas pareil. Je pensais l'inverse, quoi, mais d'accord. Non. Rebatté. Non, j'ai pas terminé le Les deux étendards. Les 2 étendards, j'ai pas Les terminé. étendards. Non, mon père était agnostique. Bon, mais l'ironie sur les gens qui croient. Croire, c'est bon, alors croire en Dieu, croire en ceci, croire en sa bonne fortune, mais on ne croit pas, quoi. Ouais, ça me regarde. Pourriez-vous nous parler un petit peu plus des rapports entre votre père et son frère? Alors, on y va. Mon père était le frère aîné de 4 ans. Donc il a toujours été le grand frère. Et ça s'est toujours très bien passé, mais ils étaient très différents. Parce que mon oncle, dès sa petite enfance, bricolait.
bricolait, il construisait des grues, il filmait déjà à l'âge de 11 ans, etc. Pour sa première communion, il a demandé une caméra, surtout qu'on ne m'offre pas une montre, etc. Bon. Et donc ils étaient très différents, mais il y avait le frère aîné qui était le grand frère. Donc tout c'est très très... Puis arrive la période politique de mon père, et là, mon oncle, lui, ne faisait pas de politique. Vraiment pas. Pas de politique. Mais il était officier de marine, et pendant l'occupation, il a fait un réseau, il a risqué sa peau. Il a risqué sa peau. En particulier une nuit où il ne parlait pas allemand, il était chargé d'aller prendre à Toulon des microfilms à la commandanture allemande. Donc il s'est habillé en officiellement avec il s'est pointé à 2 h du matin là où les mecs l'ont laissé rentrer. Il est allé là où il fallait, il a pris les photos, les microfilms, il est reparti. S'il était pris, il était fusillé. Après Merzel-Kébir et Toulon, c'est intéressant ça. Oui, c'est intéressant. Bon, ça fait à coup sûr après, puisque c'est tout au début, c'est 40-41. Oui, c'est sûrement après. Oui, non, c'est forcément après. Forcément Donc après. il n'avait pas été découragé par cet acte vraiment dégueulasse des Après le 11 novembre 42, alors après Non, il avait après pas. le sabotage de la. Non, il était, oui. Donc il avait fait. Et donc il avait un réseau de résistance à Marseille. Et ils se sont vus, donc ils le disent ça dans leurs lettres ou autres, ils se sont vus à plusieurs reprises, mais pas énormément pendant l'occupation, puisque l'un était à Marseille, l'autre était à Paris. Ouais. Et mon père a obtenu, mon oncle a tourné son premier court-métrage avec des films, avec des pellicules que mon père lui a fournies par les forces d'occupation, parce que mais bon, donc ils se voyaient et ils se disaient qu'ils n'étaient pas d'accord. Surtout, mon oncle disait à mon père qu'il n'était pas d'accord avec lui, parce que mon père savait que mon oncle était dans la résistance, mais ne connaissait pas du tout les détails. Ben, il ne l'a pas dénoncé, bien entendu, mais il savait que... Bon. Et donc ils se sont vus, pas beaucoup, 3-4 fois. Bon. Ensuite, il y a eu le petit frère qui va le rejoindre en Autriche, ayant tout organisé, hein, c'était pas rien. Là aussi, il risquait gros, parce que s'il était pris, mon oncle, d'avoir fait des faux papiers, organisé la fuite par son réseau de résistance d'un collabo, ça faisait mal hein, pour sa carrière. Bon. Eh bien, donc il a pris des risques énormes, et donc ils n'ont jamais été fâchés. Jamais. Mais ils ont été en froid, par la faute de mon père, je pense, enfin par les réactions de mon père, tout à fait à la fin. C'est-à-dire que lorsque Rebatté a été libéré 1 an avant mon père, c'est long 1 an de tôle. 1 an avant mon père, Rebatté a été libéré grâce aux interventions de Gallimard, essentiellement. Bon. Et mon oncle était déjà quelqu'un de connu à l'époque. Il n'était pas encore le Français le plus connu au monde, mais il était très, très influent. Donc il avait été reçu par De Gaulle. Et ça bardait. Enfin, les forces n'étaient pas égales, mais ça bardait. Et donc mon oncle a fait quelques démarches, mais il y avait autre chose à faire. Enfin, il y avait autre chose à faire. Voilà. Il avait sa vie. Sa vie, c'était la calypso. La vie, c'était d'être partout dans le monde, de chercher du pognon pour ses films aux États-Unis et pas d'aller couvrir les ministères. Donc finalement, c'est vrai que mon oncle aurait pu beaucoup plus faire, sûrement, s'il avait été à Paris en poste fixe, il aurait pu probablement obtenir la libération en même temps que Rebatté 1 an avant, par ses relations. Et donc là, mon père lui en a beaucoup voulu. Donc ces lettres concernant mon oncle, à la fin de la dernière année, sont méchantes vis-à-vis de mon oncle. Mais quand il est sorti de prison, ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Enfin, bon.
Donc ils n'ont jamais été fâchés, voilà. Et mon père lui a quand même toujours été reconnaissant de ces deux démarches, le procès et l'Autriche. Vous pouvez reprendre le procès parce que je n'avais pas tout compris au moment où vous l'avez dit. De quoi? Le procès. Le procès, il avait interdiction, on ne lui interdisait pas, forcément, de venir témoigner à décharge, mais en civil. Interdiction de porter l'uniforme et ses décorations. Et il s'est pointé en uniforme avec les décorations. Bon. Et ça lui a coûté sa carrière. De Gaulle n'a jamais parlé. Oui, il y a une anecdote relativement récente. Lorsque le père de Foucault, mon grand ancien de Saint-Cyr, a été béatifié, les Cyrards ont voulu assister à la béatification et Madame la ministre des Armées, Mam, a dit oui, on veut bien que vous y allez, mais en civil. Les Cyrards, ils sont tous allés en tenue. Ah ouais. Mais vous dites que De Gaulle ne lui a pas pardonné, mais vous avez dit avant qu'il l'avait reçu. Oui. Ils sont quand même, Il l'a reçu une fois, Ah. parce qu'il a demandé, mon oncle a demandé, et donc ils se sont vus une fois, ça n'a eu aucune suite, À quel sujet c'était pour libérer mon Ouais, père. d'accord. Mais ça n'a eu aucune suite. D'accord. Ça n'a eu aucune suite. Et mon oncle m'a raconté, il me dit, c'est une micro-vengeance, mais simplement ça m'a fait plaisir sur le coup. Mon oncle est devenu directeur du musée de Monaco. Parce qu'il fallait, le musée de Monaco, et il fallait obligatoirement que ce soit un officier de marine français qui en soit directeur. Bon. Donc il a été nommé directeur du musée de Monaco, il a continué Calypso et compagnie, mais il avait quelqu'un d'autre qui faisait le boulot à sa place, mais il était directeur du musée de Monaco. Et De Gaulle, lorsqu'il est allé à Monaco, ensuite est venu visiter le musée de Monaco. Et donc là, mon oncle a fait un truc... moi, ça m'a fait rigoler sur le coup, mais je me suis dit, vraiment, c'est pas... Bon, il y avait des marches à monter. Bon, il a attendu De Gaulle, donc De Gaulle a monté à lui. Il n'est pas descendu passer De Gaulle pour monter ensemble. Bon, très bien. Donc, là-dessus, une fois qu'ils étaient au rez-de-chaussée, il fallait prendre l'ascenseur pour monter quelque part. L'ascenseur était très étroit. Donc, ils l'ont pris tous les deux. Et là-dessus, mon oncle menait une violente campagne antinucléaire. Il avait bloqué des trains, qui devaient aller jeter les déchets en Méditerranée, les gens s'étaient couchés sur les voies, etc. Et donc mon oncle était très 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 anti-nucléaire. Et donc ils sont tous les deux dans l'ascenseur, et De Gaulle dit à mon oncle, Cousteau, ne touchez pas à mes nucléaires. Et mon oncle lui répond, ça, Monsieur le Président, jamais. Bon, voilà. Bon, et ça a le temps d'un étage. Hein. Et votre oncle n'était pas armé à ce moment-là? Non, j'imagine les gardes du corps qui voient tous les deux partir tout seuls dans l'ascenseur, sans garde du corps, puisque l'ascenseur était... Voilà. Bon. Pas de garde du corps. Est-ce que vous pourriez revenir sur le canular qu'il a fait avec le maire de Lyon, Édouard Herriot, Édouard Herriot? Édouard Herriot. le colonel de l'armée rouge. Oui, colonel de l'armée rouge. Il a, quand il était donc journaliste, il connaissait toutes les ficelles, évidemment. C'est plus possible aujourd'hui. Hein, bon. Mais donc, le soir, juste avant la dernière édition, donc Édouard Herriot était à Moscou, en visite, en tant que maire de Lyon, ministre. Donc, il était à Moscou. Et mon père a eu l'idée de faire un canular. Et il a monté ce canular de manière très professionnelle au point de vue journalistique. Je ne sais pas le détail exact, mais enfin, où il a téléphoné au moment où c'était limite, la dernière minute pour les journaux du soir ou du lendemain matin, et s'il ne le mettait pas alors que les autres journaux allaient le mettre, c'était la honte, enfin c'était pas possible, il fallait absolument la mettre cette nouvelle tellement elle était importante. Donc il a téléphoné au nom de l'agence France Presse, au nom de machin et tout, parce qu'il connaissait que les noms de tous, ici machin, truc, bon. Et donc en leur disant, Staline vient de nommer Édouard Herriot colonel de l'armée rouge. Bon. Et donc le lendemain, tous les journaux, sauf l'Humanité,
ont sorti Édouard Herriot, colonel de l'armée rouge. Et c'est resté. C'est resté à tel point que Otto Abetz, l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, Otto Abetz était un francophile. Bien. Était un francophile, parlait le français parfaitement et francophile. Et il était pour les rapprochements des intellectuels français, etc. Et donc il avait organisé, pour combien, mais enfin pas longtemps, des voyages d'intellectuels français, oui, d'intellectuels français en Allemagne. Et Landowski. oui, enfin, oui. Bon. Et là-dessus, il contacte Édouard Herriot en lui disant « Nous serions contents que vous veniez faire une conférence en Allemagne. » La détente, Édouard Herriot, tout le monde est content, enfin on est autour d'une tasse de thé. Et là-dessus, Édouard Herriot, sachant que l'amour des Allemands pour les uniformes, lui lâche. Comment voulez-vous que je m'habille? Mais c'est pour rigoler, quoi. Comment voulez-vous que je m'habille, monsieur l'ambassadeur? Et l'autre lui répond, ben, vous n'avez qu'à mettre votre uniforme de colonel de l'armée rouge. Parce que Abetz croyait vraiment qu'il avait été nommé colonel de l'armée rouge. Là-dessus, Herriot s'est levé et est parti en claquant la porte. C'est en quelle année ça? C'est en quelle année? C'est durant la guerre. Je sais pas, c'est avant. Avant-guerre. Bah c'est Abetz, hein, quand même. Il n'était pas ambassadeur à Paris avant Oui, il a avant la été à guerre. Paris, et puis il est rappelé, et puis il est revenu après. Alors l'année, bon, je la sais, mais je ne sais plus. Elle est écrite, mais je ne sais plus. Car c'est dans son bouquin, les lois de l'hospitalité, les grandes mystifications du demi-siècle. Mais à vous entendre, le président Vincent Auriol serait plutôt bienveillant, enfin sinon pas trop malveillant, mais c'est lui qui avait fait fusiller Bassompierre quand même. Vincent Auriol n'était pas du tout bienveillant. Ah oui, oui. Non, mais Vincent Auriol a signé la grâce. Oui. Il a signé la grâce. On peut dire pas forcé, on ne peut pas forcer un président de la République, mais parce que à cause des signatures énormes qui lui étaient mises sur le Mauriac, etc. Enfin, et d'autres. Donc il y avait quand même un nombre de signatures énorme. Donc il a finalement, 3 jours avant, il ne signait pas. Hein. Oui, mais Brasillac avait eu autant de signatures. C'était avant. C'était avant. 2 ans étaient passés. Plus de 2 ans. C'est ce qui l'a sauvé, en fait. C'est ce qui l'a sauvé. Bien entendu. Bien entendu. En 1944, il est passé. Hein. Enfin, Édouard Herriot a reçu l'absolution, paraît-il. Cet athée militant a voulu recevoir l'absolution avant de mourir. Ah bon? Oui. Et il l'a reçu. Et là, oui. Enfin, elle a eu lieu et très longtemps. Oui, on va terminer la conférence. Donc, si tout le monde a terminé, je pense que monsieur le professeur va se faire un plaisir de vous dédicacer ses livres pour ceux qui le désirent.